Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir à cette COSférence. C'est le cycle de conférences porté par COS. On adore les jeux de mots, donc voilà. C'est pour ça on n'a pas pu résister. Donc ces rendez-vous, ils ont lieu de façon biannuelle et ils ont pour but d'échanger et de débattre sur des sujets actuels et qui sont transversaux à toutes nos pratiques professionnelles. Et puis, c'est vrai que c'est aussi l'occasion, vous avez pu le voir, de partager un verre et des petits fours et de se rencontrer de façon un peu plus informelle. Donc pour cette édition, on a trouvé intéressant de s'intéresser à la notion de mesure. Donc la mesure aujourd'hui, elle est omniprésente dans nos pratiques, que ce soit des évaluations financières, économiques, par les labels, par des indicateurs en tout genre. La mesure, elle rythme les projets tout au long de leur exécution et tout au long de leur vie. Mais qu'est-ce qu'on mesure réellement avec ces dispositifs? Quels outils on utilise? Quels biais ils impliquent? Et finalement, pourquoi on mesure les projets. Donc, pour nourrir cette belle réflexion, on a la chance d'avoir trois intervenants qui ont accepté de se prêter au jeu et de partager leur regard à travers des projets et des exemples concrets. Voilà. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu comment ça se passe, on va laisser la parole à trois intervenants de façon successive qui auront environ 15 minutes pour présenter un petit peu leur regard sur ce beau sujet. Et puis, on aura entre chaque intervention 5 minutes de questions et d'échanges avec vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ils se feront un plaisir d'y répondre. Et puis, bien sûr, on finira par un petit verre qu'on a déjà commencé et un petit buffet. Voilà, donc si vous voulez bien, je vais vous laisser vous présenter de manière très succincte pour savoir qui vous êtes. Et puis après, on laissera la parole à Sylvain. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravi d'être là, de pouvoir revenir ici en ces lieux. Donc, je suis Louis Guillet, directeur du service évaluation socio-économique de Citizing. Bonjour, Sylvain Combalusier, associé de la société COS. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Alice Cabaret, je suis urbaniste. Je suis fondatrice de The Street Society, qui est une agence de stratégie urbaine et de programmation. Et je suis cofondatrice de Science and the City, qui est une agence qui allie les sciences cognitives avec l'architecture. C'est parti ? Oui, je serai maîtresse du temps. Oh mince. Et je taperai sur les doigts s'il y a des dépassements. Alors, en 15-20 minutes maximum, je vais vous présenter d'abord c'est qui et c'est quoi COS. Ensuite, notre approche justement sur la mesure du bon projet. Et 3 petits exemples, parce que c'était notre feuille de route. 3 exemples où on a appliqué justement cette question de la mesure. Alors, COS, c'est qui ? C'est à peu près tout ça. Voilà, on est 22 maintenant. COS, c'est à peu près 120 réalisations, 22 collaborateurs, 3 agences et 10 années d'expérience depuis une semaine. Voilà, on a fêté notre anniversaire la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on fait des schémas directeurs, de la programmation et de l'assistance à la conduite d'opération. Et on le fait depuis Paris, Marseille, Nantes, et on a même une agence à la campagne, dans le Perche, à Nogent-le-Rotrou. Ces 3 phases là, de schéma directeur, de programmation et d'assistance à la programmation, voilà, vous le voyez, c'est un déroulé de projet, quasiment 10 ans avant qu'un projet se réalise, jusqu'à ce qu'on livre le projet, et même parfois on va jusqu'à la garantie de parfait achèvement. Donc c'est-à-dire 2-3 ans après la livraison. Donc on est là un peu partout, à tout moment du projet, vous pouvez trouver des gens de COS. Et cette mesure dont on vient de parler ici, elle se passe plutôt au moment de la scénarisation. Sur la SDI, les schémas directeurs immobiliers, là, quand on scénarise, on mesure. Sur la programmation, pareil, en faisabilité, scénarisation, on mesure. Et quand on est en conduite d'opération, quand on analyse les offres des architectes, là aussi, on mesure. C'est les 3 étapes que je vous propose de regarder une fois qu'on regardera les projets. Comment est-ce qu'on fait ça ? On a un peu des mantras qui nous suivent. Donc, c'est prendre en compte le coût global d'une opération.
jusqu'à la vie, enfin toute la vie du projet. Quand on calcule un coût, on prend en compte. Chronotopie, ça veut dire c'est comment on fait pour que l'intensité d'usage d'une opération se fasse. Comment est-ce qu'on fait pour que le week-end soit aussi intense que la semaine, le soir que la journée et les vacances que lorsqu'on travaille. La réversibilité d'un bâtiment, c'est un peu comme la chronotopie, sauf que c'est sur un temps plus long. Qu'est-ce qui fait qu'un bâtiment, une fois qu'il a fini sa vie, il peut être réversible et accueillir un nouvel usage facilement. Ce qui nous anime aussi, c'est l'impertinence constructive. Voilà, quand on a des clients qui ont des idées en tête, c'est intéressant de les challenger un peu, de les remettre en question. Et la sobriété et la simplicité, on visite beaucoup de bâtiments qui ont un certain âge et on s'est rendu compte que les bâtiments qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui sont le plus simples techniquement, mais aussi dans leur fonctionnement. On passe sur notre sujet, la mesure d'un bon projet. Alors, il y a deux choses là-dedans, c'est la mesure et le bon. La mesure, alors déjà, pour pouvoir mesurer, il faut savoir comparer, il faut pouvoir comparer des choses comparables. Alors là aussi, quand on fait des scénarios, on a tendance, nous, à fixer des éléments, des choses qui sont intangibles, et à faire varier qu'un seul curseur. Donc ça veut dire qu'on a le choix d'un seul curseur quand on fait varier les scénarios. Quand on analyse des offres, par exemple, par contre, là on est plutôt exhaustif. Et on analyse l'ensemble de critères. Alors sur cet invariant et sur ces variantes, il y a une chose aussi, c'est qu'il faut pouvoir comparer par rapport à une base. Je vais vous montrer une chose, c'est ça. Ça, c'est le scénario 0. Quand on a fait le schéma directeur de l'Université de Strasbourg, donc c'était une projection à 20 ans sur leur patrimoine, et on leur a demandé, mais combien de sous on a pour calculer, pour en fait financer l'ensemble de vos opérations? Ils ont dit 0. Donc on a calculé ce que c'était ce 0, ce coût de l'inaction. C'est 1,18 milliards d'euros qui prend en compte justement toute la maintenance, le gros entretien et réparation de l'ensemble de leur parc. C'est à peu près 600 000 mètres carrés sur 160 bâtiments. Donc on comparera nos scénarios par rapport justement à ce coût par rapport à ce coût de l'inaction. L'idée, c'est rendre visible ce qui coûte déjà. Le bon projet, c'est quoi, sinon? Alors, je vais vous montrer l'Arche de la Défense. Alors, d'un côté, voilà, on a une icône politique, urbaine et symbolique, et de l'autre, on a un gouffre inutilisable. Donc, se pose la question, voilà, c'est quoi le bon? On se rend compte tout doucement, quand on se pose la question du bon et de la mesure, que les deux sont intrinsèquement liés. Un autre projet que j'aime bien, ça c'est un article justement, je vous invite à le lire, du 29 septembre 2022 par Ismaël Régnier, qui parle des tours du haut. Voilà, les tours du haut, c'est une réussite parce que c'est un symbole, c'est un projet structurant, c'est la fin d'une ZAC, c'est sur un périphérique, c'est un architecte de renom qui signe ces tours, c'est un renouveau du quartier, et en même temps, c'est une aberration environnementale. Donc du côté, ça dépend de comment on le regarde, finalement ce projet peut être bon ou mauvais. Le troisième, puis peut susciter plus de débats, c'est la Villa Savoie. Alors d'un côté, on a quand même une référence mondiale de l'architecture. Dès que vous avez un film avec des architectes, vous avez forcément à un moment la Villa Savoie qui va y passer. C'est un projet de Le Corbusier. Il faut savoir que ce projet-là, 6 ans après sa livraison, les commanditaires, les habitants ont mis en demeure Le Corbusier parce que la maison était inhabitable. Donc il faut se dire que cette maison-là, ce projet-là, elle a pu être un gros projet parce que justement elle a cessé d'être une maison. Et c'est ça qui est intéressant dans cette question du bon projet et de la mesure. Donc le choix de la mesure et la notion du bon, conclusion, sont vraiment intrinsèquement liées. C'est ça qu'il faut se dire. Je vous invite, du coup, sur le premier projet. Voilà, petite pause. C'est un projet à Saint-Martin. C'est la cité administrative de Saint-Martin, idyllique. C'est un projet qui est situé au bord de la mer. C'est un projet qui est très simple. J'ai montré un schéma qui va vous montrer la simplicité du projet. Voilà, c'est ça. Donc c'est à la fois une cité administrative, c'est un palais de justice, il y a plein de services, tout est mélangé, c'est un bordel. C'est un bordel innommable. Et au-dessus de la complexité du projet fonctionnel, on nous a dit que c'était pas un projet qu'on avait confié à un architecte classiquement, on va en faire un MGP, c'est-à-dire qu'on va confier à un constructeur qui va à la fois mandater l'architecte et à la fois faire l'exploitation maintenance. C'est-à-dire c'est un contrat qui regroupe tout. Donc on a la complexité fonctionnelle plus ça. On reçoit les offres. 3 offres, projet GTM, Sotradom et ICM. Et là, on commence à analyser. Alors, c'est 250 slides, je ne vais pas toutes vous les passer, d'analyse. Quand on analyse des projets, c'est assez exhaustif. Et vous voyez qu'il y a un projet qui sort un peu du lot. Vous voyez, il y a un peu plus de vert d'un côté que de l'autre. Ça, c'est la conclusion, uniquement. Voilà, je vous épargne encore une fois les 150 slides. Et on se dit, il est trop vert, ce projet-là, qui est à droite. Donc, il y a peut-être un loup.
Et là, on se pose une deuxième question, c'est que, en plus, il est moins cher que les autres, donc c'est quand même problématique. Où est-ce qu'il est le loup? Et là, je vous invite à faire une petite enquête. Mais pourquoi est-il si bon marché, ce projet? Alors, on regarde un peu tous les intrants, un peu tous les macros qui peuvent expliquer un peu pourquoi est-ce que ce projet il est si peu cher. On regarde la répartition des honoraires des architectes, mais finalement les architectes c'est ceux qui, enfin ICM, c'est ceux qui le payent le mieux. On s'est dit il nous a peut-être arnaqué sur les surfaces. Non, en fait, quand on regarde le projet avec le subprogramme, non, il en offre même un peu plus. Bon, du coup, il nous a eu sur le planning. Non, il livre au même moment que ce qu'on avait prévu, et en plus, il raccourcit sa durée de travaux. C'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'un projet, il s'évalue aussi par rapport à ça. Quand on regarde, nous, une efficacité d'un projet ou l'efficacité d'un bâtiment, on regarde le ratio SU, surface utile, sur la surface de plancher, c'est-à-dire la proportion de circulation qu'a un bâtiment par rapport à sa surface utile. Quand un projet a besoin de circulation, mais il n'a pas besoin de trop. Et c'est exactement ce qu'a fait ICM quand on regarde du coup la surface de plancher. Ici, c'est celui qui propose la surface de plancher la plus efficace. Donc ça veut dire que c'est un projet qui est efficace dans le sens où ils ont réussi à répartir les surfaces d'une certaine manière pour économiser un maximum de circulation, de halls d'accueil, etc. Donc effectivement, on paye moins cher le bâtiment, mais quand on regarde les coûts euros mètre carré en surface utile, c'est-à-dire ce qu'on leur a demandé vraiment, c'est quasiment les plus chers, ou en tout cas équivalents aux autres concurrents. Et quand on a présenté justement notre analyse à la présidente de jury, à la présidente du tribunal de justice de Saint-Martin, elle a dit vous avez pris le projet le moins cher de toute façon, donc on avait beau présenter les 250 slides, elle a quand même dit vous avez pris le projet le moins cher, et on a pu conclure maintenant en fait vous n'avez pas pris le projet, on n'a pas choisi, vous n'avez pas choisi le projet le moins cher, vous avez pris le projet le plus cher par rapport à votre demande, par rapport à cette analyse. Donc toujours aller au fond de l'analyse. Je prends beaucoup de temps, je vais arriver très en retard, je suis désolé. On voyage encore un peu, et je vous propose d'aller à Brumath. Brumath, c'est une petite bourgade du nord, enfin du Bas-Rhin, juste au nord de Strasbourg, à peu près 15-20 km. Et cette bourgade, elle a la particularité d'accueillir la maison d'enfance des associés de Cos. Donc à peu près à 50 mètres du site. Le site, c'est 10 000 m², c'est une friche commerciale au cœur d'un tissu pavillonnaire, et la mairie a préempté le bâtiment. Un promoteur voulait acheter le site pour créer une opération immobilière. Ils ont dit non, on préempte et on va créer une maison des associations, et on va financer l'opération de la maison des associations en vendant une partie du foncier pour qu'un promoteur fasse son opération, mais on va réguler cette opération. Le projet, il est plus simple. Je vais vous montrer le schéma fonctionnel. On a l'espace service et puis vous voyez, c'est le logement. Et ça va être notre curseur, justement. On va faire varier la taille, en tout cas, le nombre de logements et la surface des logements sur le site pour voir d'un côté ce qu'on peut gagner, et de l'autre ce qu'ils vont dépenser, et surtout l'impact urbain de ces constructions. Donc vous voyez, je vous avais parlé de justement la partie en haut, qui est la partie commune à l'ensemble des scénarios, celle qu'on fixe, et la partie variante qui est en dessous, où on construit les logements. Le scénario 1, on construit 68, puis 44, puis 22. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Ça, c'est 68 logements sur le site. C'est dense. Donc il reste peu d'espace vert. Par contre, vous pouvez l'imaginer, quand on construit plus, un foncier, ça rapporte plus. Ça, c'est 44. Et ça, c'est 22. On met on crée des bilans promoteurs à rebours, on évalue le coût du projet, et on arrive à ce graphique-là. Donc, scénario 1, c'est celui qui coûte le moins cher et celui qui rapporte le plus. Le 2,21 millions d'euros, c'est ce que ça rapporte ensuite. Vous voyez, ça diminue au fur et à mesure. Et ça, c'est ce que ça coûte. Ça coûte de plus en plus cher parce qu'on a de plus en plus de foncier. Donc, il faut aménager de l'espace vert, etc. Donc, ça coûte de l'argent. Donc, la différence entre ces deux colonnes, entre le 8,63 et le 2,21, c'est ce que va payer la commune. On pourrait se dire, a priori, ça c'est un critère intangible, ça c'est un critère qui est génial, quoi. C'est-à-dire, autant prendre le scénario 1, la commune, elle nettoie ses comptes, elle est contente, elle ne paye pas cher le projet, le citoyen il est content parce qu'il n'a pas à payer beaucoup d'impôts, etc., etc.
Il faut savoir que la mairie, et la mairie de Brumat, elle l'a dit dès le début, elle n'a pas une vocation à être promoteur ni bailleur, et sa priorité, c'est faire un projet qui est acceptable socialement. Donc quand on a fait la comparaison, le critère principal qui a été retenu, c'est pas l'euro, en tout cas, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce qui est entouré là en vert sur le scénario 2. C'est que, je vais le lire du coup, si j'y arrive, allez. La densité et l'équilibre entre les bâtis et les aménagements permettent une diversité de lieux et de possibilités d'implantation tout en respectant l'échelle actuelle du quartier. Donc on respecte l'échelle du quartier, on respecte aussi les habitants qui sont autour du quartier, notamment mes parents qui ont la maison juste à côté, donc ça tombe bien. Mais surtout, en fait, la mairie se positionne comme un acteur du bien public. Elle se positionne pas comme juste un chef d'entreprise ou comme on va dire un gestionnaire de fonds. Et c'est là ça qui est intéressant, c'est que l'euro est toujours un critère, mais n'est pas toujours le critère à prendre en considération. Et ça m'amène sur le troisième sujet, le siège de la CARSAT à Bordeaux, qui ressemble un peu à la maison de l'empereur dans la Guerre des Étoiles ici. Ce siège de la CARSAT, il est situé au nord de Bordeaux, dans le quartier de la Jalère, qui est en fait un quartier monofonctionnel des années 70. Voilà, vous avez le siège de la Caisse des dépôts, vous avez et c'est que du tertiaire. C'est accessible par un tramway quand même, mais qui est récent. Mais demain, la Jalère, c'est ça. Donc ça, c'est une vision de Urbain des Bois, du quartier demain. Donc c'est un quartier avec du logement, un quartier avec du tertiaire, avec des parcs, etc. Demain on s'entend, c'est dans 10-15 ans. Voilà. Donc demain, dans 10-15 ans, c'est ça. Et nous, on est le petit bâtiment blanc, là, en frige vraiment de ce projet urbain. Donc il y a cette intention-là, enfin il y a on va dire ce stimuli-là qui existe, le renouveau du quartier, et puis l'autre stimuli, et non des moindres, c'est que le bâtiment actuellement, il fait 24 000 m². Si on calcule les besoins de la CARSAT aujourd'hui, au regard de ses effectifs et des réglementations de la direction immobilière de l'État, ils en auraient besoin de 12 000. 24 000, 12 000. Bon, on peut se poser la question s'il n'y a pas une opération à faire. Et c'est justement la commande, c'est dites-nous ce qui coûte le moins cher, de rester ou de partir. Ça, c'est notre commande. Donc, et nous, on évalue à travers tous les critères possibles et imaginables. Ce qui est plus intéressant, est-ce que c'est rester sur le site de la Jalère ou est-ce que c'est partir ? La première chose qui a été faite, on travaille donc avec CBRE. Là-dessus, un broker de l'immobilier qui regarde tous les sites potentiels qui pourraient accueillir 12 000 m² de besoin. Et combien ça coûte, bien sûr, à acheter, à louer. Donc il en a repéré 3-4 et il nous dit voilà, ça coûte tant. Et puis nous sur le site, on va regarder ce qu'on peut en faire parce qu'on a besoin que de la moitié, je viens de le dire. Donc pour ça, on a 4 phases de projet. Donc la surface nécessaire, ensuite on regarde la surface constructible, on évalue combien ça peut se vendre et après on compare par rapport au coût de construction. Si on regarde sur le site, hop là, je vous montre une première image. En vert, c'est ce dont la CARSAT a besoin et en rose, c'est ce qu'elle peut vendre, louer sans défaire. Première faisabilité. La deuxième, ici, on fait la même chose, mais de l'autre côté. Donc, ils ont besoin que du vert. Hein. Le rose, ils peuvent le vendre. Et la troisième possibilité, c'est celle-ci. Je la trouve marrante, mais c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé au début. C'est qu'ils gardent un bout du foncier, ils construisent leur bâtiment, là, de 12 000 m², et puis ils vendent le reste. Tout le projet de la CARSAT, ils vendent le reste. Et du coup, par rapport à la réglementation du PLU, nous, sur ces surfaces roses, ce qu'on va faire, c'est on va calculer la constructibilité maximale. Pour se mettre dans la position d'un promoteur. Voilà, un promoteur, il va regarder le foncier, il va dire combien je peux construire, parce que ce que je peux construire, c'est finalement ce que ça coûte ce foncier-là, ce que je peux mettre moi pour acheter ce foncier. Et voilà, en bleu, vous avez toute la constructibilité maximale sur le site. Et puis on va voir CBRE, notre co-traitant, on présente ces choses-là, il nous dit oui, mais vos 100 000 m² là qui sont au bout, votre constructibilité maximum, si vous vendez tout le site, le marché, il n'est pas capable de l'absorber. Impossible. Donc lui, il va regarder, il va dire, regardez, vos 47 000, 41 000, 72 000 et 98 000 m², moi je vais regarder par rapport à ce que le marché peut absorber. Donc ça, c'est la différence entre le vert que vous voyez là et le rose. Orange, rose, ouais. Le saumon. Donc le 100 000 m², c'est ce qu'on peut construire, mais le 49 000 m², c'est ce que le promoteur pourra réellement vendre au final. Donc on ne va pas évaluer par rapport à la constructibilité maximale, on va évaluer par rapport à cette surface-là. Et CBRE donc, nous a évalué le foncier en fonction de ces différentes options. L'option B, c'est on part. Donc là,
16,1 millions d'euros. FESA 4, c'est on se construit le bout de bâtiment, je ne sais pas si vous vous souvenez, et on vend l'intégralité du foncier, 14,3. Et après, le FESA 3, c'est on coupe le bâtiment, on vend un bout, on garde le reste, etc. Donc quand même grosse différence. Et ça, bien sûr, on va l'évaluer toujours avec les euros. On dit voilà, combien ça coûte de construire plus de et puis moins de vendre, ou moins de construire plus de vendre. Voilà, on a un moins. Vous voyez, soit on reste et ça coûte autour de 30 millions d'euros, soit on part et ça coûte autour de 43 millions d'euros. La différence, elle est notable. Par contre, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on part, on est dans un bâtiment qui est neuf, dans un quartier qui soit c'est Euratlantique, soit c'est Bassin Flot, pour ceux qui connaissent, c'est des quartiers qui sont très en vue, bien connectés, proches du centre-ville. Donc une valorisation immobilière in fine qui est pas la même que celle si on reste à la Jalère. Donc il y a un coût qui peut être pondéré. Mais il y a d'autres choses aussi. C'est-à-dire, ça c'est le tableau aussi d'évaluation globale de l'ensemble des critères et de l'ensemble des sous-critères qui sont à prendre en considération, et notamment les déménagements. C'est-à-dire que la contrainte liée aux travaux de site occupé, qu'est-ce que c'est de partir, qu'est-ce que c'est de revenir, etc., etc. Mais la contrainte, en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est dans ces comparaisons-là, entre partir ou rester, c'est vraiment le positionnement de la CARSAT. Est-ce que la CARSAT se positionne en tant qu'acteur urbain, de se dire, ben voilà, moi je prends ma responsabilité de réhabiliter ce bâtiment-là. Je délègue pas cette responsabilité à un promoteur. Je me dis, ben voilà, ce site est en devenir, et moi je me pose comme locomotive de ce quartier en devenir, et je reste là parce que c'est notre site historique, et donc je ne délègue pas cette responsabilité, et je ne joue pas le rôle entre guillemets de suiveur, où je vais dans des quartiers qui sont déjà en vue et qui me donnent une image un peu que je souhaite refléter. Donc il y a un peu un positionnement un peu presque politique de savoir est-ce que la CARSAT elle souhaite aller dans ces nouveaux quartiers et se donner une image un peu jeune, ou alors de se dire ben voilà, j'ai un rôle aussi politique, social, à se dire ben voilà, dans ces quartiers en devenir, peut-être que nous on peut jouer notre rôle de moteur et de transformateur. Ça va se trancher demain matin. Tout ça pour dire que voilà, un bon projet, c'est pas un bon projet en soi. C'est ce qu'il faut retenir peut-être, ou en tout cas nous, ce qu'on retient à travers l'ensemble des opérations qu'on mène, c'est vraiment un bon projet, c'est en fonction des mesures qu'on choisit. Et la conclusion à laquelle on arrive, mais qui est un peu philosophique, mais qui est intéressante, c'est qu'on se rend compte en fait à travers ces exemples-là que la chose évaluée change vraiment en fonction du regard de la personne qui l'évalue. Voilà, et je vais finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Merci Sylvain pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou dans le panel ? C'est quoi la dernière image ? C'était la lettre de Monsieur Savoie à Le Corbusier, qui est la commande initiale de la maison, à laquelle il a répondu d'ailleurs, sauf qu'il y avait des fuites au plafond et puis il n'y avait pas d'eau chaude, mais en fait non, il n'a pas vraiment répondu finalement. Merci. Je te laisse ma place ? Ouais, comme ça je vais pouvoir pousser les slides. Hop. Alors, bon, ça fait écho à beaucoup de choses quand même, c'est passionnant, j'en apprends beaucoup plus sur votre métier, c'est génial, j'adore. Du coup, ça fait vraiment écho à beaucoup de choses que je vais raconter, et sous un prisme un peu différent, mais il y a vraiment de belles choses à faire. Comme Sylvain, je vais faire une rapide présentation de Citizing. Ensuite, je vais enchaîner sur qu'est-ce que c'est notre cœur de métier, justement, l'étude socio-économique. Et puis après, j'irai sur quelques exemples. Et j'avais oublié que c'était 3 exemples. Du coup, j'ai 4 exemples. J'en suis vraiment navré. J'espère que ça ira. J'irai très vite. Petit préambule, Citizing, donc c'est une filiale du groupe Ingerop au sens large, qui est lui-même une filiale Actira. Donc on est filiale de filiale comme 2 autres structures. Mais aujourd'hui, je vais bien vous parler au nom de Citizing, donc, que je représente aujourd'hui. Citizing, c'est une petite agence à l'origine. Vraiment, on a à peu près le même âge avec COS, on a une dizaine d'années. On est aujourd'hui 25 maintenant collaborateurs.
mais donc tous soit juristes de formation, soit économistes de formation. Un peu de Sciences Po, mais assez peu finalement dans le méli-mélo. Donc 25 collaborateurs basés à Paris, Nantes, Toulouse, Marseille et j'en oublie pas. Les dernières sont finalement des opportunités grâce au rachat d'Ingerop. Mais Citizing à l'origine a été fondé finalement suite à différents projets qui n'ont pas finalement vu le jour, ou qui ont failli vu le jour, mais ça n'aurait pas dû. Mais il y a eu beaucoup de dépenses de l'État qui n'auraient pas dû être dépensées, justement. Mais c'était une gabegie financière. Et donc notre ambition, c'est justement d'éclairer la décision pour les décideurs publics, justement, publics ou privés d'ailleurs, hein, on ne s'intéresse pas qu'au marché public, au marché privé, pardon, mais également au privé, mais d'éclairer les décisions avec des méthodes justement quantitatives beaucoup, mais aussi un petit peu qualitatives, parce que ça ne suffit pas le quantitatif selon nous. Et donc d'aller justement d'outiller les décideurs avec effectivement des études techniques, mais pas que, pour justement ne pas utiliser que des euros, s'en nourrir de ces euros, mais aussi d'avoir un éclairage extra-financier. Parce que les projets ne peuvent pas être éclairés uniquement par du financier, mais également par de l'extra-financier. Et donc chez Citizing, on a 3 branches. On a l'évaluation socio-économique, que je vais décrire aujourd'hui, la mesure des impacts, qui est plutôt à vocation de l'économie sociale et solidaire, et les contrats impacts sociaux, qui est une méthode finalement assez particulière de financement de l'économie sociale et solidaire, mais je passerai, on pourra, s'il y a des questions, y répondre, mais ce n'est pas trop l'objet du jour. Donc je vais vous parler essentiellement de l'évaluation socio-économique, ce que c'est. Mais avant cela, quand même, nos 3 branches nous mènent à avoir différents clients. Donc vous allez le voir, on a aussi bien des ministères que des acteurs privés comme Vinci, Imerys. Imerys, c'est, je ne sais pas si ça vous parle, mais ce sont ceux qui ont un projet de mine de lithium dans l'Allier. Donc ça, par contre, ça peut peut-être vous parler, mais donc on a ce type de clients également, qui font des évaluations socio-économiques, vous allez comprendre pourquoi. Et puis après, des aménageurs, donc en Guyane, à Mayotte, l'EPFIF bien sûr, et puis aussi plutôt des établissements de recherche, qui sont des gros fourvoyeurs d'argent public, et donc qui ont besoin de conduire ce type d'évaluation. Donc en tout cas, on est amené à travailler sur vraiment des objets très variés, aussi bien du lithium que des synchrotrons, des supercalculateurs, des AC, des universités, un peu partout en France, mais pas que. Et comment on est amené à ça? Parce qu'il existe une obligation réglementaire pour tout projet d'investissement de l'État supérieur à 20 millions d'euros. Donc ça en fait beaucoup quand même de projets de l'État qui sont concernés. Projets de l'État et établissements de l'État, d'où les AC avec les EPF et EPA. Établissement, donc là je parle beaucoup de l'État, et finalement c'est pour ça que le privé a trouvé un intérêt à faire ce type d'évaluation et à aller vers ce type d'évaluation de façon complètement proactive. À nouveau une balance, comme vous avez vu dans la présentation de Sylvain. Nous aussi on utilise des balances pour comparer les impacts positifs aux impacts négatifs des projets. Qu'est-ce qu'on appelle un projet? C'est vraiment un projet soit vraiment physique, immobilier disons, mais ça peut être aussi une action, une politique publique. Donc on peut évaluer aussi des politiques publiques avec ce type d'évaluation. Et donc on vient comparer les impacts positifs et négatifs, extra-financiers et financiers, donc de toute nature, aussi bien environnementaux que sociétaux, parce que quand on réalise un projet, même s'il est immobilier, ça a un impact aussi bien sur l'environnement quand on va construire le bâtiment, donc avec des émissions de GES, mais également en phase d'exploitation avec des économies d'énergie potentiellement. Mais finalement, c'est pas toujours pour ça qu'on fait ce projet. Ça a d'autres effets aussi qui sont attendus, qui sont souhaités. Si je reprends sur pourquoi on fait ça, effectivement, il y a un enjeu de performance énergétique, mais pas que. Il y a aussi de conserver ce bien culturel et architectural tel qu'il est aujourd'hui, et de le conserver en bon état pour qu'on puisse avoir un niveau de représentation tel qu'il est aujourd'hui également. Donc il y a vraiment un enjeu culturel sur cet objet-là. Et si je continue, donc des impacts de toute nature sur un horizon très long, parties prenantes variées, des riverains, des utilisateurs de l'immobilier, donc des spectateurs par exemple, mais pas que. Et c'est une approche très quantitative de la valorisation, justement. Donc c'est pour ça que c'est une mesure en soi. Donc on vient comparer des impacts de toute nature. Et pour les comparer, puisqu'on ne compare pas des choux et des carottes, on a une approche qui se veut quantitative et qui est demandée à être quantitative, qui est la monétarisation. Donc on vient attribuer une valeur monétaire à des impacts qui n'ont pas par nature de valeur monétaire. Vous allez me dire comment on fait ça, je vais y venir tout de suite. Et donc on a deux indicateurs phares qui sont demandés par la réglementation. Donc c'est
surtout le deuxième, la valeur actualisée nette socio-économique. C'est comme une vanne financière que vous connaissez peut-être, donc la somme des impacts positifs déduite de la somme des coûts socio-économiques. Et ce que j'ai pas dit non plus, c'est que comme vous, on raisonne en contrefactuel. Donc on a toujours un scénario de référence auquel on compare notre scénario de projet, qui est très déterminant dans toutes nos études, mais je pense que vous aussi. Je sors d'une contre-expertise justement du SGPI, donc du secrétariat général pour l'investissement. On est attaqué sur ça et c'est déterminant parce que si on ne fait pas bien ça, en fait, la mesure, on passe à côté de quelque chose d'important. Et donc, très rapidement, je vois pas l'heure, mais donc très rapidement quand même, on se nourrit d'un tout un tas d'études qui peuvent vous parler. Justement, nous on intervient plutôt en phase 2, si on reprend la petite frise qu'on a eue tout à l'heure en introduction. On arrive surtout en phase 2, parce qu'on va se nourrir de tout un tas de données d'entrée, même s'il faut qu'on soit vigilant à une chose, c'est que si on arrive trop tard, l'ESE, l'évaluation socio-économique, ne servira plus à rien, et la mesure ne servira plus à rien, mais je vais expliquer pourquoi. Donc je vais mis des exemples de données aussi bien de projets qu'on utilise, et puis après d'autres données plutôt étrangères, disons, au projet, mais qui sont utilisées pour nos modélisations. Et comment on monétarise les impacts? Très rapidement, le plus simple en haut à gauche, c'est quand l'impact est déjà exprimé en unité monétaire, des coûts de GER par exemple. L'autre cas simple, c'est quand on a une valeur tutélaire de disponible. Qu'est-ce que c'est une valeur tutélaire? C'est finalement des valeurs de référence. France Stratégie, donc, qui est une institution publique qui s'appelle plus France Stratégie, mais qui s'appelle Haut Commissariat à la Stratégie et au Plan, nous donne un certain nombre de valeurs tutélaires qui nous permettent de dire pour un impact quelle est la valeur unitaire en euros de cet impact. Par exemple, combien coûte une tonne de CO2. On n'utilise pas le prix du CO2 du marché, comme on peut l'entendre, ni ce qu'on peut avoir en taxe carbone, etc. Mais il y a une valeur tutélaire à l'échelle nationale française qui est donnée par l'État. Combien coûte une tonne de CO2? Donc c'est facile quand c'est comme ça. On sait que quand on évite une tonne de CO2, on évite X euros associés. Elle évolue dans le temps. Sauf qu'on n'a pas beaucoup de valeur tutélaire. Pourquoi aussi? Parce qu'à l'origine, le SE, c'est pour plutôt le secteur des transports. Sauf que depuis 2013, ça a été étendu à l'ensemble des secteurs. Et finalement, l'État n'investit pas, heureusement, que dans le transport. Et a aussi d'autres biens d'investissement, donc je vous le disais, des supercalculateurs, des hôtels de police, etc. Donc par exemple, on n'a pas de valeur tutélaire pour la culture. Ça, c'est un problème pour nous. Mais c'est aussi quelque chose de plutôt intéressant, parce que ça va nous mener à nos deux dernières boîtes en bas, qui ne sont pas du tout lisibles. En tout cas, c'est d'utiliser, justement, on sort notre casquette un petit peu d'économiste à ce moment-là, et on vient se triturer la revue de littérature académique, et on vient se poser la question de comment on va attribuer une valeur monétaire à ces impacts qui n'ont pas de valeur monétaire. Et donc on va aller chercher des proxys pour les approcher, justement, ces impacts de façon quantitative et donc monétaire. Et donc c'est là où ça a le plus d'intérêt, parce que c'est là aussi ça entraîne des discussions assez riches avec nos contre-experts, et c'est comme ça qu'on peut à la fin obtenir des valeurs de référence nous-mêmes ou par construction et extrapolation. Quelques exemples avant de rentrer dans les vrais exemples. Un exemple ici à l'écran, c'était le village des athlètes des JO de Paris. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais à l'époque, la Cour des comptes avait tapé sur le COJOP parce que finalement, le bilan financier était pourri. En tout cas, selon leur prisme. Mais finalement, si on faisait les JO 2024, c'était pas pour qu'on ait des recettes financières pour l'État. Et c'était justement de se poser la question, pourquoi on fait ça? Et notamment, pourquoi on fait le village des athlètes? Et donc, on devait aller chercher toute une batterie d'impacts extra-financiers. Et c'est comme ça qu'on a pu démontrer que c'était souhaitable pour la collectivité dans son ensemble. Et puis même d'un point de vue pour les finances publiques, si on le voit, la petite barre bleu foncé, si on élargit un petit peu le spectre, on se rend compte que finalement les finances publiques sont gagnantes à terme d'avoir fait le village des athlètes des JO de Paris. On ne voit pas trop à l'écran là, mais je pourrais zoomer plus tard sur pourquoi justement c'est souhaitable de le faire même pour les finances publiques. Mais en tout cas, voilà, c'est d'éclairer aussi qu'il ne faut pas avoir que le prisme des euros, tel que là parfois la Cour des comptes. Il faut aussi élargir le spectre pour justifier en tout cas un projet, parce que sinon on peut prendre de mauvaises décisions. Parfait. 2 minutes 30 par projet, nickel. Ok. J'ai représenté une rapide petite frise. C'est une frise chronologique qui se veut dit chronologique, on va dire, parce qu'on peut intervenir à 3 moments dans la vie d'un projet, qui, j'espère, est la même vie de projet que vous. Nous, ce qu'on appelle l'amont ou l'avant, c'est aussi quand même, je pense, c'est au niveau de la programmation, disons. Donc là, qu'on intervient à ce moment-là, c'est que l'étude socio-économique, finalement, est un outil d'aide à la décision. Peut servir, en tout cas, d'outil d'aide à la décision. Ensuite, à ce moment-là,
l'ESE peut servir aussi d'aide à l'acceptabilité. Parce que, je vais vous donner un exemple, le projet de lithium. Quand on explique aux riverains qu'ils vont avoir un projet de mine de lithium dans leur jardin, avec des camions qui vont passer et des usines de transformation du lithium, c'est pas facile à entendre. Donc il faut éclairer justement ça. Et c'était l'objet de notre intervention, et ça a servi à ça justement. Donc ça, c'est sur l'avant. Si on passe à le pendant, itinéraire, à quoi ça sert de faire une évaluation socio-économique, ou en tout cas de la suivre, c'est que pendant que le projet vit, c'est intéressant de suivre en fait comment il vit. Parce qu'entre ce qu'on a à la phase de programmation, de faisabilité, et entre ce qui sort de terre, il y a un gap parfois énorme. Mais je pense que je ne vous l'apprends pas. Donc c'est intéressant aussi d'avoir une évaluation socio-économique pour suivre est-ce que nos impacts, finalement, tout ce qu'on avait prédit se réalise. Et finalement aussi, est-ce que ça ne peut pas servir comme pilotage et suivi de l'action ou du projet. Donc ça, c'est ce qu'on pousse et ce que certains acteurs, notamment l'EPFIF en Ile-de-France, fait pour les gros projets d'Orcodine, d'opérations de requalification de copropriétés dégradées. Voilà. Ensuite, le dernier temps, c'est en ex-post. Une fois que le projet est sorti de terre, une fois qu'il a vécu, et par exemple, on pense à une politique publique, c'est faire le bilan en fait, de cette mesure, de ce projet. Ça, c'est de plus en plus demandé, et parfois la loi le demande. C'est notamment le cas pour les projets de transport. C'est bilan LOTI, ce qu'on appelle. En fait, X années après l'ouverture de l'infrastructure, on doit faire le bilan justement de cette infrastructure et de l'ouverture de cette infrastructure. Donc là, c'est un outil d'aide justement à mesurer l'efficacité ou l'efficience du projet et savoir si on le duplique à l'issue d'eux. Mais aujourd'hui, je vais me focus sur l'amont, parce que c'est ce qu'on trouve le plus intéressant, c'est le cœur vraiment de notre activité et c'est là où on est le plus sollicité. Donc le premier projet, si on rentre dans le détail, donc en outil d'aide à la décision, donc prendre l'évaluation socio-économique, donc la mesure comme un outil d'aide à la décision. Donc on va commencer par la conception du projet et l'action. Et le premier exemple, c'est un projet de Météo France, c'est d'ailleurs notre première référence dans l'agence. En fait, Météo France, comment on a les prédictions météorologiques de Marie-Pierre Planchon le matin à France Inter, et en fait, c'est grâce à Météo France et ses supercalculateurs. Donc, on a besoin régulièrement de mettre à jour ces supercalculateurs, soit les mettre à jour, soit les remplacer complètement. Mais ça coûte énormément. On parle de projets à plusieurs centaines de millions d'euros pour remplacer ces supercalculateurs, ces gigas ordinateurs qui coûtent très cher et qui ont une durée de vie très faible. On parle de 5 ou 10 ans max. Après, ils sont obsolètes. Ils sont dépassés et en fait, la prédiction évolue et donc on a des concurrents qui sont bien meilleurs et donc il faut les remplacer très régulièrement. Donc Météo France devait donc faire ça, et Météo France, établissement public de l'État, doit faire des évaluations socio-économiques. Donc on est intervenu, et on est intervenu en plus à un moment où ils se posaient la question de quel niveau de supercalculateur ils allaient demander justement à l'État. Bien sûr, c'est dimensionnant sur quel montant ils demandent du coup à l'État. Et donc eux, ils étaient partis billes en tête, disons, sur l'option de projet 1, donc là, on va dire un upgrade assez faible. Mais bon, ils demandaient ça, ils espéraient avoir ça parce que ça coûtait déjà 300 millions d'euros de tête que ça coûtait. Et finalement, ils avaient d'autres options de projet et avec plus de puissance de calcul, donc qui leur permettaient d'avoir une prédiction plus fine. Sauf que pourquoi c'est important d'avoir une prédiction fine via Météo France, pas simplement savoir comment on s'habille le matin, mais ça sert à beaucoup de secteurs. En agriculture, pour l'espace, pour le militaire, pour le tourisme, bien sûr. Et donc, ça a des impacts très, très variés pour la collectivité. En agriculture, un exemple, de savoir qu'un agriculteur, avant de se lancer dans un traitement phytosanitaire, de savoir que dans 20 minutes, il va pleuvoir précisément et qu'il ne se loupe pas de 20 minutes, justement, eh bien, ça évite, par exemple, une pollution des nappes phréatiques ou une perte économique directe pour l'agriculteur. Parce que s'il pleut dans les 20 minutes, il peut refaire son traitement. Donc ça, c'est très important. Donc si on vient améliorer, en fait, c'est très utile. Et là, dans le cas de Météo France, on a fait notre étude, on a été quantifier et monétariser l'ensemble des impacts pour les différents scénarios de projet, et on s'est rendu compte que le plus souhaitable, c'était de faire le plus gros calculateur possible, disons en termes de puissance de calcul. Et quand Météo France a vu ça, ils sont allés avec notre étude voir l'État, et ils ont eu justement le montant suffisant pour avoir la plus grosse puissance de calcul. Donc vraiment, outil d'aide à la décision et à la conception du projet. J'avais un autre outil aussi d'aide à la décision, mais qui fait le lien avec Météo France, c'est le tampon de l'État, de dire oui, go, on finance ce projet, oui, non. Si on sort, nous, un résultat négatif, ça peut être contraignant pour les porteurs de projets. Si on dit que finalement votre projet n'est pas souhaitable pour la collectivité, il faudrait mieux pas le faire, et ça peut mettre un stop complètement au projet.
deux derniers cas sur, s'il me reste assez de temps. Je pense qu'il te reste 3 minutes. Magnifique. Je crois que je suis bien. Je crois que je suis assez bien. Dans l'acceptabilité, donc je vous donnais l'exemple du lithium, mais je ne vais pas prendre cet exemple. Cette fois, c'est sur la ZAC Mantes-Université, donc un projet de longue haleine pour l'EPA MSA. Ils sont un peu en galère sur ce projet, disons. Ils sont embourbés là-dedans depuis plus de 20 ans, je dirais, si ce n'est plus. Donc, comme son nom quasiment l'indique, ça se passe à Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, au Buchelet. Donc, c'est une ZAC, somme toute assez classique, mixte, du logement, de l'activité économique et puis des équipements publics, à côté d'une grosse ZAC plus industrielle, disons, plus économique. Et donc là, sur 3 territoires très différents, plus petites communes, grosses communes comme Mantes-la-Jolie, avec finalement assez peu d'intérêt dans le projet, mais peu importe. Et donc là, c'est pas évident, parce que ce projet, il a beaucoup de nuisances, parce qu'on construit des énormes surfaces, j'ai pas mis les chiffres, mais c'est des énormes surfaces, donc avec une phase chantier qui est très peu appréciée par les par les riverains et les citoyens des différentes communes. Du coup, ils ont une grosse phase de concertation avec le public, d'expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi c'est nécessaire, etc., etc. Et donc là, l'ESE, elle était un élément de l'ensemble des études réalisées, mais qui ont été mises en outil, disons, à la concertation, qui ont été fournies au public lors de cette phase de concertation. Et donc on a pu, selon le prisme, disons, avec le prisme de l'évaluation socio-économique, expliquer pourquoi c'était nécessaire de faire ce projet. Et notamment sur cette phase de chantier, intégrer le fait que, bon, oui, il y a des nuisances, il y aura des camions, il y aura des perturbations de trafic, etc. Mais c'est souhaitable tout de même de le faire. Et donc d'éclairer les impacts positifs et négatifs. Toute personne est capable de l'entendre, en fait, si c'est expliqué et si c'est fait de façon tout à fait transparente et sans avoir l'impression de leur cacher des choses. Et du coup, on a pu leur exposer les points positifs et négatifs associés à ce projet, et donc de faciliter, en tout cas, cette acceptation. Et le dernier projet, qui est assez différent également, cette fois c'est un gros fléau. Ça en fait le lien aussi avec ce que tu disais, Sylvain, avec finalement la dette grise que certaines infrastructures subissent ou occasionnent. Et on parle beaucoup d'infrastructures routières, autoroutières, etc., etc. Mais c'est le cas aussi des canalisations, donc de l'eau potable comme de l'assainissement, qui sont victimes de ça, de cette dette grise. Dette grise égale défaut d'entretien, que ce soit GER ou maintenance, etc., etc. Et du coup, ça s'accumule, et à force, à terme, ça va coûter beaucoup plus cher. Mais je vous apprends peut-être rien. Et en tout cas, ces différents, beaucoup de projets sont en cours ou à venir sur des projets de canalisation d'eau potable, parce qu'il y a beaucoup de fuites. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est impressionnant les quantités de fuites et la faible quantité d'eau finalement qu'on consomme par rapport à ce qui est éjecté en sortie, de châteaux d'eau par exemple. Et donc là, l'enjeu c'est de dire que oui, il y aura des perturbations, il y aura beaucoup de chantiers pour tout ce réseau d'eau, mais c'est nécessaire pour la collectivité. Et oui, également, ça va engendrer une augmentation des tarifs de l'eau. Parce que finalement, il y a l'eau en France, il y a une sorte d'expression, mais qui est totalement vraie, qui est l'eau paye l'eau. C'est-à-dire que c'est grâce au paiement de nos factures d'eau qu'on est capable de payer les infrastructures, etc., etc. Donc, c'est important de conduire ce type de travaux, sinon on a vraiment des catastrophes qui peuvent arriver, catastrophes plus ou moins graves en fonction des localités, mais avec parfois des coupures d'eau pour les riverains, mais aussi pour des agriculteurs, tout ça, tout ça. Et donc là, on place l'évaluation socio-économique dans le cadre de ce projet-là. On place l'évaluation socio-économique au cœur du débat. C'est-à-dire qu'on va concevoir l'étude avec les parties prenantes, agriculteurs, les citoyens, les élus, etc., etc., au cœur du débat. Ça va être vraiment avec eux qu'on va faire main dans la main cette étude socio-économique. Donc, identifier les parties prenantes, bon, ça on l'a déjà fait en amont parce qu'on veut les avoir autour de la table, mais identifier les impacts aussi pressentis du projet. Les impacts positifs, négatifs. Donc avec elle, on va concevoir cette espèce de cartographie des impacts positifs, négatifs. Et puis après, on va se poser la question, quel est l'horizon temporel d'émergence de ces différents impacts, etc., etc. Vraiment, on va utiliser l'ESE comme l'outil central de la concertation et d'acceptabilité auprès d'un collectif assez large. Donc vraiment 4 projets assez différents où l'évaluation socio-économique est utilisée comme mesure et comme outil d'aide à la décision, d'aide à la conception, et puis j'en passe, en fonction des moments de la vie des projets.
j'ai pas de slide de conclusion. C'était parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois, est-ce qu'il y a des remarques, des questions dans la salle, dans le panel? Vous êtes du coup mandaté par la maîtrise d'ouvrage et du coup, dans quelle mesure est-ce qu'elle peut influencer l'évaluation? Enfin, dans quelle mesure vous êtes vraiment indépendant sur cette évaluation? C'est une très bonne question et parfois effectivement il y a des petits malins qui essayent de nous influencer. On leur explique toujours qu'ils n'ont pas trop intérêt pour plusieurs raisons. Déjà il y a un cadre méthodologique officiel qui nous est quasiment donné, donc on leur explique qu'on peut se cacher un peu derrière ça c'est un avantage aussi. Et le deuxième avantage c'est que pour les projets de l'État du moins, qui sont supérieurs à 100 millions d'euros, il y a une contre-expertise indépendante qui est réalisée par le secrétariat général par l'investissement. Et donc finalement si on a fait n'importe quoi, si le porteur de projet a commencé à triturer les hypothèses pour aller dans son sens, ça se verra. Donc on peut pas. Et puis après, en fait, on prévient toujours les clients privés qui ne sont pas soumis à ces 100 millions d'euros, par exemple. On leur dit, par contre, nous, on commence. Par contre, c'est avec notre méthodologie. Et sachez qu'on ne sait pas quelle est la couleur des résultats que vous aurez. Donc peut-être qu'ils ne sont pas bons. Ça terminera dans un tiroir et que vous n'utiliserez pas notre étude. Mais c'est comme ça. J'ai une question. Est-ce que du coup ça vous arrive d'avoir des résultats négatifs où vous dites en fait ce projet-là il n'a pas un bon impact global? Comment est-ce que vous gérez ça? Oui, ça arrive. Heureusement assez peu parce que je parle au moins pour l'État. L'État quand même flèche ses financements vers des projets globalement utiles. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais ça arrive quand même. J'ai le cas en tête de où on avait travaillé sur ce projet et la vanne socio-économique était clairement négative et sans vraiment doute. Et puis après, voilà, on rend notre rapport, on leur explique pourquoi ça a été négatif et ils en font ce qu'ils ont à faire. Et le SGPI, pareil, décide ou non d'appuyer le projet en fonction de nos résultats. Ça peut être une occasion pour eux de le reprendre. Ça peut être l'occasion de le reprendre ou pas. Ouais. Et du coup, c'est rendu public après, ces études socio-économiques Alors, quelle que soit l'issue du projet? Le SGPI ne rend pas les rapports d'évaluation socio-économique publics. Par contre, selon les demandes, on peut demander, et ça, ils se doivent de publier les rapports de contre-expertise. Donc, c'est sur demande. Assez peu de publiés, parce qu'il y a eu peu de demandes ces derniers temps, mais elles sont toutes censées être publiées. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était très intéressant. On peut mettre ma présentation. Ouais, on va peut-être passer... Déjà, merci pour ces deux présentations que j'ai trouvées très intéressantes. C'est une belle opportunité en fait de réfléchir ensemble à cette notion de mesure. Et Louis vient de mentionner un terme qui me semble particulièrement important quand on s'intéresse à la mesure, c'est le terme de la valeur. Parce que mesurer, c'est forcément sélectionner. Et c'est un acte qui n'est jamais neutre. On choisit et c'est un choix qui peut être politique, social, culturel, on vient de le voir. Et donc la notion de valeur, elle est particulièrement importante parce que mesurer, ça veut dire qu'on va sélectionner les valeurs qu'on va vouloir faire ressortir. Et la notion de valeur, comme on va le voir, c'est une notion qui est pluridimensionnelle, qui peut être très dure à quantifier. Et ça pose beaucoup de questions. Qui, en fait, mesure des projets aujourd'hui? Comment cette valeur, elle est mesurée? Par qui? Pour qui? Et au bénéfice de qui? Avec The Street Society, on travaille sur la transformation de lieux qu'on peut appeler en fait des lieux dévalorisés. C'est des friches industrielles, c'est des bureaux des années 70, c'est des bâtiments historiques en fait qui n'ont plus de valeur d'usage. Ces lieux dévalorisés, on pourrait dire que c'est un peu les résidus en fait d'un cycle économique qui n'a pas marché. Ce qui m'inquiète d'ailleurs dans notre métier, c'est que je trouve qu'il y a énormément de ces résidus, ce qui veut dire qu'il y a aussi peut-être des manières de mesurer ces cycles économiques et de décider qu'un projet est bon ou non, qui ne sont pas forcément adéquats aujourd'hui. Et en fait, par rapport à ces lieux-là, nous, on va
essayer de retrouver une valeur d'usage, justement, remettre en valeur en faisant émerger et en priorisant d'autres valeurs que celles peut-être de la valeur financière, de la valeur économique et de la valeur foncière. Parce que ces bâtiments-là, ils ont le mérite aujourd'hui d'exister dans un contexte, on va dire, social, environnemental, économique aussi particulièrement tendu. Ils ont le mérite aussi d'avoir, en fait, de garder en mémoire, d'avoir une vocation patrimoniale, d'être des lieux aussi de sociabilité. Et dans notre approche, on va essayer de trouver une valeur d'usage qui peut être différente de celle, et qui peut être quantifiée aussi différemment de celle qui est utilisée de manière habituelle. La valeur, on l'a vu, ça a une dimension effectivement plurielle. On connaît bien la valeur, on vient aussi d'en parler, ou de la traduction, comme on vient de le voir, cette valeur avait une traduction aussi monétaire, donc économique, foncière, financière. C'est une valeur qu'on peut comptabiliser, qu'on peut quantifier, mais on a aussi des valeurs politiques, patrimoniales, sociales, symboliques, écologiques, on va voir aussi émotionnelles, cognitives, qui sont beaucoup plus difficiles à quantifier. Et pourtant, c'est extrêmement important, parce que c'est dans ces valeurs-là qu'on va pouvoir faire émerger le bien commun et des choses qui sont justement positives à différentes échelles de temps, d'espace, et aussi pour la société de manière générale. Et en m'interrogeant sur la notion de valeur, j'ai trouvé cette étymologie. On va bien sûr faire le coup de l'étymologie, mais moi j'adore. Voilà, l'étymologie latine de valeur, valere, c'est celle de la vaillance, c'est celle à la fois de la force et de la santé. En fait, il y a des notions de résilience, de santé, de générosité dans la valeur qui semblent en fait assez loin de ce qu'on imagine d'habitude, de la manière dont on utilise ce mot. Et en fait, les valeurs de résilience, de santé et de générosité, ce sont des valeurs vitales. Et ça me fait penser que nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de soutenir en fait la qualité vitale d'un lieu et aussi de pouvoir quantifier, mesurer cette qualité vitale, cette intensité de vie. Est-ce qu'on peut le faire ? Peut-être pas, peut-être que oui, on va décider ensemble. En 3 parties, mesurer la vitalité, par exemple, de l'espace public. En tant qu'urbaniste, on nous a appris à faire des études de cas, à observer la ville, à la mesurer, la rue, l'espace public. Nous, dans tous nos diagnostics, on ajoute tout ce qui est de l'ordre de la perception, de l'expérience, des usages. Donc, en fait, on rentre aussi dans une grille d'analyse qui est une grille d'analyse subjective. On va, notamment par l'observation, mais aussi par la mise en place d'entretiens qualitatifs, révéler des choses qu'on ne voit pas forcément facilement. Dans le cadre, par exemple, projet concret d'une commande pour Grand Orly Seine-Bièvre, un établissement public territorial, on a une commande d'un gros projet qui était celui de développer une grille d'analyse pour l'espace public vécu. Qu'est-ce que c'est qu'un espace public vécu ? Et donc, ça nous a forcé à nous intéresser à des indicateurs qui sont ceux de l'expérience, ceux de l'usage, en fait. Et on a développé, grâce à cette étude, notamment, une sorte de radar d'espace public vécu. C'est un questionnaire que tout le monde peut prendre en main. L'idée, c'était aussi de transmettre des outils d'urbanisme qui peuvent apparaître comme des outils techniques à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut remplir ce questionnaire dans n'importe quel endroit. Et en fait, ça va révéler un profil de l'espace public dans lequel on est. On a défini par exemple 4 profils, mais je vais aller assez rapidement là-dessus. Et le fait de pouvoir définir ces profils amène dans l'outil qu'on a développé à des recommandations particulières sur la manière d'intensifier le potentiel de vie d'un espace donné, sachant qu'une ruelle n'a pas forcément le même potentiel de vie qu'un boulevard, et encore entre boulevards ou encore entre typologies urbaines similaires, il peut y avoir des potentiels de vie différents. Donc ça, c'est un outil qui permet, par la mesure, de pouvoir orienter l'action. Et ça, c'est aussi, on se pose la question de pourquoi on mesure finalement. C'est aussi pour pouvoir orienter l'action. Et puis là, on l'a vu dans cet exemple, cette action, elle peut être aussi une action partagée, qui n'est pas celle des décideurs qu'on connaît habituellement dans la ville, mais qui peut aussi être celle des citoyens, et de leur donner ces outils pour mieux s'approprier ces notions-là. Ces outils de diagnostic, on les utilise dans des projets comme par exemple le diagnostic sensible des espaces publics de la Défense pour le comité qui a eu lieu l'année dernière, où en fait pour chaque lieu des espaces publics de la Défense, on a défini, là encore, pour vous donner des exemples, des profils de lieux qui vont au-delà, justement grâce aux entretiens qualitatifs, grâce à l'observation sur place, en se disant, ok, à quel point cet espace, il nous apporte du confort sensoriel, comment on peut le noter, est-ce qu'il est stimulant, est-ce qu'il est ressourçant, est-ce qu'il est plutôt sécurisant. Et ça va informer l'action, ça va informer le fait qu'on va choisir de préserver des qualités dans un espace. C'est important aussi quand on travaille sur des lieux. Parfois, le mieux, c'est de ne pas toucher à certains espaces.
ou alors améliorer certaines qualités. Des outils qu'on utilise donc de manière très régulière en fait au sein des projets. Mais alors, selon vous, est-ce qu'on peut mesurer les émotions ? Est-ce qu'il y en a qui ont une opinion là-dessus ? Oui ou non ? Qui pense qu'on peut mesurer les émotions ? C'est subjectif, effectivement. Est-ce qu'il y a des choses qui aussi sont partagées ? Est-ce qu'on a des émotions partagées ? C'est une question qui nous anime particulièrement avec la boîte Science and the City que j'ai cofondée, avec des chercheurs en neurosciences et en sciences cognitives. Donc on s'intéresse aux émotions, on s'intéresse aux perceptions dans l'espace urbain. Et donc la notion de quantification, elle est forcément dans toutes nos discussions. Comment est-ce qu'on quantifie en fait notre bien-être, notre confort, notre capacité à faire du lien social ou pas dans l'espace. On le sait, et ça c'est prouvé par la recherche, en fait, qu'il y a différents facteurs qui influencent notre santé mentale en ville. Et c'est des facteurs qu'on peut mesurer. L'échelle du bâti, la largeur des rues par rapport à la hauteur des bâtiments, par exemple, on sait qu'on peut la mesurer. On sait que scientifiquement, il y a des ratios qui sont en fait meilleurs pour la santé mentale. À l'échelle urbaine, voilà, la qualité sonore d'un espace, l'environnement social par rapport à la densité de personnes, la fréquence des interactions. Tout ça, en fait, c'est des choses qu'on peut mesurer et qui sont importantes pour ensuite savoir comment est-ce qu'on vit dans un espace, est-ce qu'on y vit bien ou pas. Et donc, on tente toujours de créer en fait ces cartographies émotionnelles des espaces. Pourquoi ? Pas juste comme ça. Là, c'est une commande qui a été passée par la ville de Vitry-sur-Seine. Donc voilà, un grand espace public. On a une méthodologie d'entretien qui fait ressortir en fait des échelles d'émotions en prenant 6 émotions clés de base à certains moments en fait de la pratique de l'espace public. Et en fait, ça fait apparaître des zones, voilà, où là par exemple la peur peut être concentrée dans certaines zones, la joie dans d'autres. Et c'est drôle parce que quand on fait ces mesures, les gens avec qui qu'on fait participer nous disent « Mais attendez, moi, mon niveau de joie, il ne va pas varier dans 10 mètres. » quoi. Et en fait, malgré tout, avec le questionnaire, on voit qu'il y a des fluctuations en fonction de là où il se trouve. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de prendre ensuite la notion de genre, l'âge en compte quand on fait ces études, avec tous les biais que ça a par rapport au fait que certaines personnes vont être plus ou moins à l'aise de parler d'émotions, de dire de les reconnaître et de voir à quel niveau d'émotion ils ont peur, par exemple. Mais on ne peut pas, et ça c'est une phrase tellement naïve et tellement critiquable, mais on peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Et dans un sens, si on ne révèle pas, grâce à ces cartographies, des différences d'expérience dans des lieux, des inégalités aussi des expériences dans des lieux qui ont des conséquences très concrètes sur la manière ou non de faire du lien, de s'approprier, de se sentir bien, d'avoir aussi un impact sur la santé physique et mentale, eh ben on ne peut pas agir. Et donc, nous, on a trouvé que ces cartes-là, bien qu'encore très imparfaites, notamment dans la traduction visuelle, elles nous aident à parler rationnellement de ces points-là. On a aussi des cartographies sensorielles. Je vous montre cet exemple-là parce qu'en fait, là, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'on récolte des données contradictoires. C'est-à-dire que pour certaines personnes, un espace va être génial. Waouh! Là, il y avait par exemple un graffiti, une œuvre de street art, qui a été jugée extrêmement négativement par plein de gens et positivement par d'autres. Mais est-ce que c'est forcément problématique? Pas forcément, parce que c'est cette complexité urbaine-là qui est intéressante dans nos métiers et qui est intéressante à observer, à comprendre, à analyser, voire même à promouvoir. Pour vous donner un exemple, on peut aussi utiliser des appareils, donc des technologies de mesure des émotions. Ça, c'est un projet qu'on a fait pour SNCF Innovation et Recherche sur les niveaux de stress en fait en gare. Et c'était pour pouvoir influencer, je vois que ça parle à pas mal de monde, c'était pour pouvoir influencer justement de la signalétique. Et donc, on a utilisé des dispositifs en fait de mesure électrodermale qui mesurent en fait votre niveau de stress et des dispositifs de eye tracking, donc d'observation du mouvement des yeux. Et donc, on peut utiliser aussi ces outils de mesure pour qualifier les émotions et les perceptions, même si on ne va pas rentrer trop dans le détail, ils sont aussi imparfaits dans cette mesure-là. Mesurer pour apprendre, c'est particulièrement important. On peut le faire à l'échelle de projets urbains, on peut le faire à l'échelle de bâtiments, mais on peut aussi le faire à l'échelle d'œuvres d'art. C'était un préau dans le Marais qui était particulièrement dégradé. Il y a eu une installation d'art urbain à 360 degrés, concours Embellir Paris, qui a été remportée.
Et donc l'agence City a fait une analyse avant-après l'installation de cette œuvre d'art pour savoir quelles étaient les émotions, les niveaux d'émotion, mais aussi la capacité des gens à s'attacher et à vouloir protéger le lieu avant et après l'installation de l'œuvre d'art. Et en fait, ça, c'est assez intéressant parce que cet outil de mesure, c'est un outil qui influence ensuite des décisions politiques, des décisions économiques et budgétaires. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, ben non, mais une œuvre d'art, ça fait rien, en fait. C'est un truc, voilà. Bon, bref. Et en fait, non, il y a un impact sur la manière de vivre la ville, sur la manière de s'approprier ou non un espace. Dernière partie. Une réflexion collective sur la juste mesure. Parce qu'en fait, c'est une question que je me pose de plus en plus. On est quand même dans une culture de la rationalité, de l'efficacité, de la performance des lieux, où finalement, là, on parlait de mesurer les émotions, les perceptions. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop ? Est-ce que, en fait, s'engager, on a vu que mesurer, c'était un choix, il y avait des responsabilités par rapport aux valeurs qu'on décidait de mesurer. Et en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt embrasser cette notion en fait, de choses qu'on ne peut pas mesurer, le fait que ce qu'on mesure, ça soit situé dans le temps, dans l'espace, que ce soit imparfait. Et en fait, se concentrer et accepter aussi, donner quasiment la même valeur, pour le coup, scientifique, au récit, aux souvenirs, aux projections, aux perceptions. Et c'est un exercice qu'on a pas mal poussé quand on a travaillé sur le schéma culturel du Centre Pompidou, puisqu'on utilise notre outil qui s'appelle des street stories. On va interviewer des gens dans la rue. Là, c'était sur l'idée de comment est-ce qu'on peut amener des usages de la place du Centre Pompidou à l'intérieur du bâtiment, donc une dimension très politique, au sens même étymologique du mot, de cette programmation pour le schéma culturel. Et en fait, on a collecté vraiment une matière à la fois de vidéos, d'images, de sons, de souvenirs, d'archives, de projections, d'envies, de récits, de désirs, qui a informé le projet. Et ça, c'est tout aussi important en fait que des choses qu'on peut quantifier et mesurer. D'ailleurs, qui mesure ? Petite parenthèse, mais moi, en tant qu'urbaniste, j'ai appris beaucoup avec Science and the City parce qu'on travaille sur les perceptions neuroatypiques, on travaille avec les personnes avec autisme, on a travaillé aussi sur ce documentaire que vous pouvez voir en ligne sur le son en fait dans la ville. Et en fait, moi, en tant qu'urbaniste, on m'avait toujours dit dans mes cours, ouais, la rue partagée, c'est génial, tout le monde aime les rues partagées, c'est le nouveau modèle urbain, c'est top. Et en fait, en faisant ce documentaire, on réalise que la donnée n'a peut-être pas été collectée auprès des personnes qui en souffrent de ces modèles de rue partagée, notamment celles qui ont du mal à se mouvoir dans la ville, comme des personnes qui sont, on peut dire, neurotypiques ou voilà, qui n'ont pas cette dimension-là de perception. Et donc, il y a un enjeu de justice dans la collecte et dans l'interprétation de la donnée qui, et à mon avis, va émerger de plus en plus aussi dans la manière dont on, aujourd'hui, mesure des projets urbains et architecturaux. Dernière slide. Je dirais que dans cette, la juste mesure, mon expérience personnelle, finalement, c'est intéressant de pouvoir quantifier les émotions, les perceptions. Ça permet de révéler en fait cette quantification des inégalités. Ça permet de mettre en fait en commun certaines valeurs pour rassembler dans une direction. Et ça permet aussi en fait de sensibiliser les gens. Je trouve que ça, en faisant nos marches sensorielles, émotionnelles, on collecte de la donnée. On a une capacité d'attention, de soin qui se répercute bien après ce temps de mesure. Et donc, il y a une côté transmission, pédagogie, sensibilisation qui me semble aussi très intéressante dans la collecte de la donnée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Oui, tu parlais justement de comment, est-ce qu'on peut mesurer, c'est très subjectif, tu parlais de ratios, et tu disais on sait que c'est des ratios qui sont bien. Déjà, est-ce que c'est des ratios du coup qui ont été faits dus à des mesures, ou à des données et à des choses qu'on a collectées? Et après, dans quelle mesure, quand vous faites toutes ces mesures sur les émotions,
à quel moment on peut projeter? C'est-à-dire que ces émotions, elles évoluent, elles peuvent évoluer avec la société, elles peuvent évoluer avec tout ça. Et comment on arrive à projeter du coup au-delà de l'émotion à l'instant T? C'est-à-dire qu'après, quand on le vit, en fait, le moment, est-ce que c'est possible de le quantifier, ça aussi, de prévoir une évolution en fait de cette émotion? Merci, c'est génial. Je commence par la deuxième, peut-être, effectivement, sur la projection de l'émotion et de l'évolution de l'émotion. En fait, et ça revient par rapport, ça revient à la subjectivité dont on parlait tout à l'heure. Quand on collecte de la donnée, on a des outils aussi qui permettent en fait d'affiner, on va dire, cette donnée pour que les extrêmes soient dans un sens, gommés, pour qu'il y ait des choses, effectivement, qui puissent être révélées sans qu'on entre dans une analyse trop subjective à un moment donné pour un profil et pour une personne donnée de cette émotion-là. Donc je pense que c'est ce que tu dis par rapport à l'évolution même des émotions dans nos sociétés, notre capacité à les identifier, à les partager, etc. Pour chaque moment où des émotions sont collectées, on sait déjà qu'on a aussi des réponses extrêmes selon des profils de personnes. Et là, grâce à des outils que mes collègues utilisent de gestion en fait de la donnée, on arrive quand même à faire ressortir des éléments qui nous intéressent, notamment pour du zoning ou des choses comme ça. Après, ça dépend. La donnée, c'est aussi une matière. Donc, on peut décider d'au contraire, augmenter la sensibilité et de se dire il y a quelque chose qui est révélé dans la manière dont les gens communiquent à un certain moment donné ou non là-dessus. Et ta première question, c'était une question sur la rationalisation, on va dire, de ces recommandations issues de la recherche scientifique pour intervenir dans les projets urbains et architecturaux. Exemple, ratio hauteur-largeur. C'est une excellente question parce que il y a de plus en plus de recherches en fait qui est publiée sur l'architecture au croisement des neurosciences et des sciences cognitives. Donc on a de plus en plus de données, mais c'est souvent fait justement avec un public typique, souvent issu de ces laboratoires de recherche parce que c'est plus facile de les mobiliser, ou dans des cadres urbains très spécifiques, ou dans des laboratoires qui sont des conditions en fait, de recherche très différentes de la vie normale, on va dire. Donc, il y a forcément des biais aussi dans cette recherche-là. Cependant, à partir d'un certain moment, on peut décider que quand beaucoup de papiers de recherche vont dans une même direction, il y a quand même quelque chose d'intéressant à creuser. Et c'est pour ça que je peux te dire que le ratio hauteur-largeur qui est optimal, c'est 3/4 de la hauteur maximale. La rue doit faire 3/4 de la hauteur maximale. Voilà. Et une place publique est plus confortable sensoriellement si elle fait moins de 30 mètres de large. Voilà. Et ça, c'est des ratios qui sont aussi selon les cultures différents, quoi. Oui et non, parce qu'il y a aussi une base quand même partagée. On reste des animaux. Nos cerveaux n'ont pas évolué au rythme de nos villes. Donc il y a quand même des choses, par exemple, sur la hauteur, largeur, bâtiment, etc. La capacité à voir le ciel, à s'orienter. Il y a des choses qui font quand même partie de la manière primitive, en fait, de notre fonction, de notre cerveau de fonctionner. Pareil pour les 30 mètres, par exemple, c'est lié à la reconnaissance d'un signal social, la reconnaissance d'une émotion plus ou moins loin, qui va te donner un sentiment de sécurité plus ou moins fort. Il y a quand même des choses sur lesquelles on peut travailler. C'est pour ça que la notion de stress en ville, la notion d'anxiété urbaine, la notion du bruit, on s'intéresse beaucoup à ça, au son. C'est des choses particulièrement importantes parce qu'il y a un dernier papier de recherche qui a été publié récemment là-dessus. Il y a ce qu'on appelle l'hypothèse d'inadéquation environnementale. On est une des espèces, a priori, qui design le moins bien nos environnements par rapport à toutes les autres espèces animales et d'insectes. Donc il y a encore pas mal de choses à faire sur ce sujet. Moi, j'ai une petite question sur la manière dont les pouvoirs publics se saisissent du coup de ces études. Je ne sais pas si vous avez mentionné quand est-ce que vous avez créé la structure, mais voilà, quelle a été l'évolution depuis ? C'est peut-être aussi pour se donner de l'espoir, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plutôt en train de réduire les budgets au maximum. Donc voilà, est-ce que vous travaillez pour des collectivités en particulier très spécifiques ? Dans quelle mesure on est sur des territoires de grandes villes ou moyennes villes ? Et quelle est l'évolution qui s'est tenue là sur les dernières années ? Il y a un paradoxe que tu viens de soulever d'ailleurs dans ta question. C'est qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour les questions de santé mentale en ville, d'intérêt pour les sciences cognitives, de mobilisation de ces recherches pour la conception ou l'évaluation de projets urbains.
Et en même temps, les budgets sont de plus en plus resserrés. Donc on est dans une position assez compliquée. Nous, on a cofondé, c'était avant que ça soit une société, c'était un collectif vraiment, un think tank, parce qu'on aimait le croisement de ces deux disciplines. On a fondé le collectif en 2017. C'était avant le Covid. Il y a eu vraiment un changement post-Covid, une accélération en fait de la prise en compte de ces sujets dans la manière dont on conçoit l'espace, mais qui s'accompagne pas forcément de déblocage budgétaire massif, puisqu'il y a toujours une sorte de priorisation qui est donnée à d'autres choses, d'où l'importance de la mesure, d'où l'importance de la quantification, si ça peut aider à faire des projets positifs. Après, on a, nous, nos clients, on a quand même financé, il y a des budgets, c'est des clients publics, c'est des clients privés. Et puis, on voit que dans les cahiers des charges, parfois, ils reprennent notre site internet au mot pour mot, voilà, des paragraphes. Donc, on sent que voilà, il y a un intérêt, en tout cas, pour ce qu'on fait, et on espère qu'il va se développer d'autant plus dans les prochaines années. Comment ce genre d'études se structure par rapport à des études plus prosaïques, financières, d'investissement, des choses plus plus communes, on va dire. Je sais pas ça, et on va collaborer, je pense, non, voilà, je sais pas, mais comment là, la il y a un truc à collaboration se fait? faire. Est-ce que c'est foncièrement indépendant et pas au même moment? Comment est-ce que ça se structure? Oui. Voilà, avec ces Non, en fait, à vrai dire, on entre dans la catégorie AMO, conception ou évaluation de projet. En fait, AMU. Donc, on a quand même une place dans le projet. La manière dont le projet est fait, de plus en plus. On travaille pas mal avec des BET, environnement. Et c'est comme ça que nos missions, dans ce cadre plus prosaïque, rentrent aussi et contribuent aux recommandations générales pour le projet. Mais il faut pousser davantage ça, je pense que c'est pas encore assez fait. Et en même temps, par rapport à ce que je viens de dire, est-ce qu'il faut forcément surmesurer? Et comment est-ce qu'on donne aussi de l'importance aux choses qui ne peuvent pas être mesurées? Parce qu'il y a un peu aussi cette aura scientifique, et on est une culture qui privilégie, qui priorise aussi tout ce qui est évaluation scientifique, évaluation monétaire. Je pense que notre culture peut aussi laisser plus de place à d'autres types d'évaluation. Moi, ce sera une question pour tous les trois. Déjà, merci, et c'était vachement bien parce que je trouvais que globalement, il y avait une vraie cohérence sur ce que vous proposiez. Vous avez tous les trois à chaque fois parlé de faire pencher la balance un peu politique. Globalement, à chaque fois, vous étayez l'argumentaire politique en vue d'une décision. Mais tous ces indicateurs finalement qui sont fournis, où est-ce que vous placez maintenant le libre arbitre politique, le courage politique comment est-ce qu'un politique va dire finalement, j'ai vraiment envie de faire ce projet, mais bon, vu qu'en plus il rend malheureux, il est plus cher et qu'un pacte socio-économique c'est naze, je vais pas pouvoir le faire, alors que sa vision à 30 ans, peut-être qu'elle est bonne finalement, mais étant donné tous ces indicateurs, il pourra pas le faire. Donc comment est-ce que où est-ce que vous situez encore ce courage politique alors que tous ces indicateurs finalement ne peuvent plus donner de libre arbitre politique? Dans notre cas, c'est ça, c'est qu'il reste à la fin, c'est un outil d'aide à la décision, et ils sont quand même libres. Après, c'est vrai que si ça passe dans les mains de tout le monde et qu'on ressent, par exemple, le maire de lui, il a poussé son projet, il l'a souhaité, et voilà, on avait notre étude qui était complètement pourrie contre le projet, et finalement, la volonté politique a été ce qu'elle a été. Ce projet est en cours, etc., malgré tous les signaux d'alerte qui avaient pu être lancés. Et pas que nous, finalement. Et de faire d'autres projets. Et peut-être qu'on a un changement de paradigme aujourd'hui, parce qu'on a vu l'Arche de la Défense, où on avait un politique très très fort, Mitterrand et tout ça, qui fait son projet, d'ailleurs tout seul dans son coin. Je ne sais pas si vous savez, il a mis des hélicoptères aux angles de la future arche qui n'était pas encore construite pour voir ce que ça donnait. Vous connaissez cette histoire, non? Pour voir à quoi ça ressemblerait dans le paysage urbain, à peu près l'arche. Il avait mis des hélicoptères comme ça un matin dans Paris. Donc on est peut-être à un changement de paradigme aujourd'hui où on ne fait plus venir des hélicoptères pour voir à quoi ressemblerait le projet. Mais peut-être justement aujourd'hui le politique, ce qu'on va lui demander, c'est plus d'être un décideur tout seul dans son coin en haut de sa tour d'ivoire, mais d'être
peut-être celui qui écoute l'ensemble des indicateurs, l'ensemble des mesures qu'on peut lui proposer et qu'elles soient le plus diverses et variées. Et surtout, peut-être que c'est à lui, son rôle peut-être aujourd'hui, c'est à proposer des mesures. Au-delà même de décider ou non de faire un projet, c'est peut-être à lui de dire mesurez-le de cette manière-là. Je pense que ça peut être peut-être la réponse, et peut-être qu'Alice va... Moi, j'ai rien à ajouter. Non. Le politique doit être quand même le reflet de l'intérêt commun. Donc, il y a cette décision aussi, normalement, d'évaluation collective, qui fera peut-être l'objet d'un prochain... et démocratique, d'un prochain. Et peut-être le courage politique, c'est celui d'abandonner le projet, qui est peut-être pas bien évalué. Peut-être. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres remarques, questions? Non, si c'est bon, on peut conclure cette cosférence. Merci à tous et puis on va pouvoir prendre un verre. Et la prochaine en septembre? Et la prochaine, oui, en septembre, octobre. On vous recontacte. On vous tient au courant. Ouais. Merci à tous. Merci.